Bonjour, bienvenue à notre événement L'immigration climatique face au mur, organisé par l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul Dandurand. Mon nom est Bruno Charbonneau, je suis professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean et aussi directeur du Centre franco-paix en résolution de conflits et mission de paix de la chaire Raoul Dandurand. Donc, c'est moi qui présidera et animera la discussion d'aujourd'hui qui porte sur les changements climatiques qui ont parfois été éclipsés par la pandémie de COVID-19 dans la dernière année ou à peu près, mais qui ont toujours évidemment une place prépondérante dans les enjeux internationaux. On peut le constater notamment par l'annonce surprise de la Chine en septembre dernier à l'ONU, qui annonce un agenda de décarbonisation assez ambitieux. L'administration du président américain Biden aussi qui annonce un prochain plan pour contrer ou du moins gérer les changements climatiques. Il y a énormément d'enjeux donc autour du changement climatique, mais aujourd'hui, on va parler plus précisément des migrations, des effets et conséquences des changements sur les mouvements de population de manière générale. Donc, avant de commencer, permettez-moi de présenter nos invités d'aujourd'hui. Nous avons d'abord Mathilde Bourgeon de l'UQAM, qui est étudiante au doctorat en sciences politiques. Elle est chercheuse en résidence à l'Observatoire sur les États-Unis et à l'Observatoire de géopolitique de la chaire Raoul-Dandurand. Son mémoire de maîtrise portait sur la détention des migrants non documentés par des entreprises carcérales aux États-Unis et ses recherches doctorales actuelles portent sur le traitement sécuritaire des enjeux de l'immigration non documentée et des changements climatiques par le gouvernement américain. Depuis son arrivée à la chaire en janvier 2017, elle s'intéresse aux enjeux frontaliers nord-américains, travaille sur les murs frontaliers dans le monde. Nous avons ensuite Benoît Maillet, qui est professeur à la faculté de droit à la Chinese University of Hong Kong depuis 2016. Il est aussi chercheur à l'Université McGill à la chaire Hans Tamar in Public International Law. Il est aussi Senior Research Fellow, pardon, au Centre for International Sustainable Development Law. Il est membre associé de la National University of Singapore, donc à Singapour, en droit environnemental, et est un associé ou affilié de recherche à The Earth System Governance Project. Il est aussi éditeur de la revue Chinese Journal of Environmental Law et il est gradué ou diplômé, pardon, de l'Université Paris 1 Sorbonne, de Sciences Po Lyon, McGill Université et l'Université nationale de Singapour. Il est spécialiste du droit international, des droits humains, droit international de l'environnement, droit du climat et ses thématiques. Nous avons ensuite la docteure Caroline Zick-Graf de l'Université de Liège. Elle est directrice adjointe pardon, de l'Observatoire Hugo sur l'environnement, migration et politique au département de géographie à l'Université de Liège. Elle travaille notamment sur les impacts, les conséquences, les effets des changements climatiques sur l'immigration, notamment les populations côtières, sur les questions transnationales, migration et durabilité, la mobilité, et particulièrement dans la région de l'Afrique de l'Ouest. En plus de ses recherches, elle enseigne sur l'environnement et l'immigration et la politique environnementale à l'Université de Liège, à l'Institut des hautes études des communications sociales à Bruxelles et à Sciences Po Paris. En plus de tout ça, elle consulte pour la Banque mondiale, elle a été consultante pour la Banque mondiale, à l'initiative Nansen, pardon, à la Green European Foundation, au Centre international for Migration Policy Development, aussi pour UN Environment et pour l'Organisation des Nations Unies, la FAO, pardon, en français, Food and Agriculture Organization, organisation là, sur l'agriculture et la sécurité alimentaire. Tout ça en lien avec les changements, les liens entre les changements climatiques et la migration. Donc, et elle est diplômée de Michigan State University, de Leiden University, et son doctorat a été obtenu à l'Université de Liège. Donc, ce qu'on va faire ici aujourd'hui, c'est essentiellement une discussion entre tous ces gens-là que je vais animer
Pour ceux d'entre vous qui avaient des questions sur la page où vous devez être présentement en train de nous écouter, vous verrez qu'au bas de la page, vous avez un endroit pour poser vos questions. Donc, vous avez qu'à les écrire ici et notre équipe ensuite m'enverra toutes ces questions que je poserai en votre nom à nos invités. Donc, sans plus tarder, je voudrais commencer en posant une question à mes invités, à nos invités, avec une question relativement générale, mais qui certainement est au cœur de tous les enjeux migratoires lorsqu'on parle de changement climatique. Est-ce qu'il y a un migrant ou un réfugié ou des réfugiés climatiques? Est-ce que cette classification même existe-t-elle? Est-ce qu'il y a un réfugié ou une réfugiée climatique? Peut-on distinguer la migration climatique des migrations non climatiques? Si oui, comment? Donc, je demanderais peut-être à Mathilde, on va aller dans l'ordre que j'ai présenté, peut-être pour commencer, Mathilde, ensuite Benoît et Caroline. Mathilde? Oui, merci Bruno. Euh, En ce qui concerne le terme de réfugié climatique, il n'est pas présent dans aucun instrument juridique international, mais ça, je pense que Dr Maillet, spécialiste de droit, pourra vous en parler plus longuement. C'est une question qui est large, elle paraît simple, mais en fait, elle est très compliquée parce que la migration climatique, généralement, elle n'est pas toute seule. Les raisons de la migration sont souvent imbriquées les unes avec les autres. Et si on prend le cas de la migration climatique, ben, on peut souvent l'allier, par exemple, dans certains contextes bien spécifiques, à la migration politique, à la migration sécuritaire. Si on regarde certains cas où l'environnement, la dégradation de l'environnement, des catastrophes naturelles, des changements climatiques importants vont être peut-être la goutte d'eau qui vont faire déborder le vase et qui vont déclencher des conflits violents. Si on regarde par exemple le cas de la Syrie, c'est la sécheresse répétée dans l'est de la Syrie qui a poussé les fermiers de l'Est syrien à migrer vers les villes de l'Ouest syrien, proches des côtes, et qui ont fait en sorte qu'il y ait une pression démographique qui s'est faite sur ces villes, qui a un peu renforcé le mécontentement et qui a fait en sorte que ben, la guerre civile que l'on connaît a explosé. C'est aussi le cas en Égypte et en Libye pour le déclenchement du printemps arabe. Donc, les changements climatiques, la dégradation de l'environnement, ça peut être le facteur de trop qui va déclencher un mouvement politique, un mouvement pardon, migratoire qui est propre aux réfugiés politiques aujourd'hui, parce que les Syriens, en l'occurrence, on ne les qualifie pas de réfugiés climatiques en ce moment, on les qualifie de réfugiés politiques. Mais il y a aussi d'autres situations, par exemple, si je prends le cas de l'Amérique centrale, que je connais un peu plus parce que je travaille sur les États-Unis, ça va être lié fortement à l'immigration économique. Donc, les changements climatiques vont faire une pression telle que, par exemple, l'agriculture va être de plus en plus compliquée à assurer. Donc, les revenus vont être de plus en plus compliqués à assurer pour les fermiers et les agriculteurs de l'Amérique centrale, notamment dans le Triangle Nord, ce qui va faire en sorte qu'ils vont plus avoir accès à leurs revenus et à leurs moyens de subsistance et qui vont donc également être poussés à migrer. Donc, dans ce cas précis, la migration climatique est fortement liée à la migration économique et c'est ce qui permet certains pays d'accueil de dire ben, vous n'êtes pas vraiment en danger, vous êtes des migrants économiques, donc on ne vous accepte pas sur cette base-là. Donc c'est ça un peu le problème de la définition du migrant économique, du réfugié économique, pardon, climatique, c'est qu'elle n'existe pas, ce qui fait qu'il n'y a pas une protection internationale qui est en vigueur, qui permet justement à ces gens-là d'affirmer que leur migration, elle est principalement due à des causes environnementales, au changement climatique, à une pression climatique et environnementale qui les a poussés donc à la migration. Ce qui fait en sorte que ben, aujourd'hui, c'est de plus en plus utilisé pour faire des actions de lobbying, par exemple par des ONG de défense des droits des réfugiés et de défense des droits des migrants, mais ça n'existe pas techniquement en droit de protection des réfugiés. Merci beaucoup, Mathilde. Benoît, donc je relance la question en quelque sorte du point de vue du droit international. Est-ce que ça existe un réfugié climatique ou un migrant climatique? Alors, la réponse courte est non. La réponse plus longue, c'est un réfugié est défini. Il y a différents instruments juridiques qui définissent différents types de réfugiés. L'instrument le plus important qui définit l'une des définitions les plus limitées, c'est la Convention de Genève de 1951 qui limite la protection obligatoire minimale que les États doivent offrir aux migrants internationaux à des personnes qui sont persécutées ou qui ont une peur justifiée d'être persécutées pour l'une des 5 raisons politiques, appartenance à un groupe social, un groupe ethnique, etc.
et qui sont en dehors de leur pays d'origine. Après, en principe, il peut y avoir des personnes qui sont déplacées en lien avec des phénomènes climatiques et qui tombent par coïncidence dans cette définition. Mais c'est très rare. C'est une définition extrêmement restreinte. La plupart des États ont mis en place une protection étendue, subsidiaire, complémentaire, pour des réfugiés qui ne tombent pas littéralement dans le champ d'application de la Convention de Genève de 1951, mais l'accent reste mis sur les personnes déplacées dans un contexte de violence politique, de guerre, de conflit. Comme Mathilde l'a dit, on fait généralement une distinction entre un migrant économique volontaire et un migrant forcé qui est un réfugié dans un contexte de conflit. Cette distinction ne fait aucun sens en réalité, puisqu'il y a des personnes qui sont déplacées pour des raisons économiques, mais qui ne sont pas déplacées volontairement. Une personne qui fuit la famine, qui fuit une situation où ils ne peuvent pas survivre dans leur pays d'origine, n'est pas un migrant volontaire. Donc je pense que c'est là qu'il y a un problème. Il faudrait mettre ça, il faudrait réformer le droit de la migration internationale pour protéger ce que Alexander Bates à Oxford appelle le survival migrant, la personne qui migre pour survivre et qui ne migre pas forcément pour une raison qui tombe dans le champ d'application de la définition d'un réfugié. Après, pour répondre à la deuxième partie de la question, est-ce que je pense que ce qui est un peu en filigrane dans la question, c'est est-ce qu'il est possible d'avoir une protection d'un réfugié climatique? Je ne pense pas que ce soit possible. Je ne pense pas que le droit puisse être changé, puisque le problème est qu'on n'arrive pas à distinguer en pratique une personne déplacée à cause du changement climatique. Les liens entre changement climatique et migration existent. Il y a plus de migrants à cause du changement climatique, mais ce sont des liens indirects et diffus. Ça veut dire que en fin de compte, à la fin de la journée, on a plus de personnes qui se déplacent, mais on ne sait pas qui ne se serait pas déplacé s'il n'y avait pas eu le changement climatique. Il y a plus de guerres. La guerre en Syrie a été exacerbée, comme l'a dit Mathilde, par des phénomènes environnementaux qui sont exacerbés eux-mêmes par le changement climatique. Mais ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui fuient la Syrie sont des réfugiés climatiques. Ça ne fait aucun sens d'attribuer ces migrations dans leur entièreté au changement climatique. L'attribution au changement climatique serait plutôt probabilistique. On aurait des migrants qui seraient 5% migrants climatiques, et donc ça ne fait vraiment ce n'est pas possible de mettre ça en œuvre de manière juridique. Donc, à mon sens, il faudrait prendre en compte l'implication du changement climatique sur les migrations pour se rendre compte que la définition des réfugiés actuelle est beaucoup trop restreinte et qu'elle devrait être étendue. Merci beaucoup, Caroline. Peut-être du point de vue de la politique environnementale, parce qu'on parle beaucoup de climat, évidemment, mais il y a d'autres soucis environnementaux. Donc, de ce point de vue-là, comment est-ce qu'on peut répondre? Est-ce que ça existe un migrant climatique ou réfugié climatique selon cette perspective, ou peut-être un migrant environnemental, ou je sais trop? Oui, merci. Tout d'abord, merci. Bonsoir, bonjour, etc. Oui, je pense que mes collègues ont bien expliqué comme toutes ces choses sont liées. Ça dépend où, en fait. Mais oui, c'est vrai que souvent, les gens utilisent le changement climatique et l'environnement comme ils sont les mêmes choses. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a des endroits où c'est difficile à distinguer entre l'environnement ou les changements environnementaux et les changements climatiques. Donc, bien sûr, il y a des endroits où ils sont liés. Mais il y a, en termes de migrants environnementaux, je vais dire en fait un peu la même chose que les autres. Donc, il y a des liens entre l'environnement et l'économie. Pour moi, surtout en Afrique de l'Ouest, mais bien sûr aux autres endroits, en Afrique où il y a des gens qui sont
vraiment dépendants sur les ressources naturelles. Donc, ce n'est pas que les impacts du changement climatique, mais aussi les autres types de ressources qui changent l'accès, la qualité, etc. Et ici, moi, je suis basée à Bruxelles et je vais dire que mon boulot n'est pas impacté par le météo demain, oui. Mais il y en a des endroits où, en fait, il n'y a pas une distinction entre l'économie et l'environnement. Donc, c'est vraiment souvent une lens, je vais essayer de dire, un peu eurocentric ou basé sur les pays développés qui pensent qu'il y a vraiment un lien entre ces choses. Et c'est vraiment, je pense, c'est pas la réalité en Afrique de l'Ouest, par exemple, et comme c'est expliqué avec le conflit non plus. Si on regarde le Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger, etc., toutes ces dynamiques sont un peu dans les mêmes endroits, des mêmes zones qui parfois ils sont distingués. Donc, OK, moi je suis déplacée par l'inondation, vous par le conflit. Mais souvent, c'est mixed, c'est un mixed flows, je vais dire. Mais oui, c'est vrai que autre que le changement climatique, il y a beaucoup de choses qui arrivent, qui sont super importantes et qui ne sont pas exactement liées à le changement climatique. Si on voit l'érosion côtière en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup d'érosion côtière qui n'est pas du tout changement climatique. Souvent, c'est en fait les politiques de ressources naturelles, de l'environnement, et pas exactement le changement climatique. Donc, il y a plus de ça, il y a le développement, etc. Mais oui, je vais juste dire que tout est lié. Merci beaucoup. Dans ce cas-là, est-ce qu'on peut parler de justement, peut-être qu'on peut entrer dans cette complexité de la chose, d'un côté, les raisons pour lesquelles les gens migrent, de l'autre côté, peut-être de l'expérience migratoire, qu'elle soit liée au climat ou non, est-ce qu'elle est spécifique ou universelle? Donc, ce que je veux dire par ici, c'est que j'aimerais peut-être vous entendre de manière plus spécifique sur votre région peut-être d'expertise ou les raisons pour lesquelles vous voyez dans vos travaux pour lesquels les gens bougent, autrement dit. Bon, je connais un peu l'Afrique de l'Ouest, qui historiquement, c'est une région, l'Afrique de l'Ouest, le nord-ouest de l'Afrique, de manière générale, les gens bougent selon le climat, donc c'est quelque chose d'historique. Et lié à cette question-là, peut-être aussi, qui est concerné par les migrations? Ce que je veux dire par là, c'est que oui, il y a les gens qui bougent, mais il y a aussi de l'autre côté les gens qui, entre guillemets, gèrent les migrations. Et vous êtes basé à Bruxelles, Caroline, par exemple. L'Union européenne est bien connue pour avoir cette politique par rapport à l'Afrique. Mathilde a parlé de la Syrie aussi. Ça a engendré toute une crise au niveau de politique en Europe. Il n'y a pas juste l'Union européenne, évidemment, mais donc, d'un côté, ma question sur l'expérience, disons, ou les expériences spécifiques liées au climat migratoire, ou les gens qui migrent, pardon, et de l'autre côté, les gens qui gèrent peut-être ces migrations ou qui cherchent à gérer. Est-ce que Mathilde, tu veux commencer? Bon, est-ce qu'on peut revenir à toi? Oui, on revient à moi. Merci Bruno. C'est une question assez intéressante. Est-ce que c'est spécifique ou universel? En tant que chercheur qui travaille sur l'Amérique centrale, j'aurais tendance à dire que c'est très centré. Moi, ce que j'étudie, c'est défini géographiquement dans ce qui s'appelle le corridor sec de l'Amérique centrale. Donc, on part du Guatemala jusqu'au Costa Rica. Et donc, c'est vraiment un endroit où il y a des sécheresses qui sont de plus en plus intenses. Entre autres, c'est un phénomène environnemental qui est naturel, mais c'est aussi exacerbé par les changements climatiques, par le fameux phénomène d'El Niño qui vient acidifier les océans, réchauffer la température de surface des océans, qui déclenche des ouragans de plus en plus violents, des inondations qui sont de plus en plus fréquentes, parce que forcément les périodes de sécheresse qui sont accentuées, qui s'alternent avec des périodes de grosses pluies, ça crée des inondations, des glissements de terrain. Donc, pour ce qui est de l'Amérique centrale, c'est vraiment ce phénomène qui se met en place. C'est-à-dire que c'est l'agriculture, surtout, qui est fortement touchée
par les changements climatiques, par plusieurs catastrophes naturelles qui, de plus en plus, on est en train de vraiment les lier au changement climatique d'origine humaine. Donc, ce seraient les activités humaines qui, entre autres, participent au fait que les ouragans sont de plus en plus violents en termes de vitesse de vent, par exemple. Et donc, ce qui pousse les agriculteurs, notamment du Guatemala, du Honduras et du Nicaragua, à migrer. Donc, dans un premier temps, c'est une migration qui va se faire vers les grandes villes de ces pays-là. Et le problème, c'est que ces pays-là, en plus de la pauvreté rurale qui varie entre 50% pour le Salvador, 82% pour le Honduras, donc c'est vraiment une pauvreté rurale très importante. Mais le problème, c'est que si vous vous déplacez vers les grandes villes, là, vous tombez dans le danger des gangs. Donc, ils sont très répandus en Amérique centrale, jusqu'au Mexique. Donc, il y a ces déplacements-là qui est induit par les changements climatiques, mais aussi pour des raisons économiques, parce que vous perdez donc vos terres cultivables, vous perdez vos revenus, vous perdez aussi votre consommation de nourriture, hein, parce que c'est pas seulement de l'agriculture destinée à la production pour le reste du pays ou pour des États étrangers, c'est aussi votre source de nourriture que vous perdez. Donc vous êtes en danger de famine, vos enfants sont en danger de famine, donc vous migrez vers les grandes villes, il y a trop de dangers à cause des gangs, vous migrez à l'international, notamment le Mexique et les États-Unis, qui sont donc le pays de destination principal étant les États-Unis dans l'objectif, là, mais qui finit parfois à être au Mexique devant la difficulté d'entrer aux États-Unis. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de cette région-là, c'est l'espèce d'amoncellement de problématiques climatiques, environnementales, économiques, sécuritaires, qui font en sorte qu'il y a des flux migratoires donc, qui se dirigent vers les États-Unis. Il y a beaucoup de modélisations qui se mettent en place. Dr Mayer en parlait tantôt, c'est assez compliqué de savoir qui bouge à cause des changements climatiques, qui bouge à cause de l'environnement et qui bouge pour d'autres raisons, ou qui bougerait au conditionnel pour d'autres raisons. Mais il y a quand même de plus en plus de modélisations qui sont peut-être de plus en plus précises et qui montrent que d'ici à 2050, ça pourrait être des centaines de milliers de réfugiés par année, de migrants par année qui viendraient d'Amérique centrale vers les États-Unis, entre autres à cause du réchauffement climatique et des changements climatiques. On atteindrait jusqu'à 1,5 million de réfugiés en 2050. Donc ça me permet d'arriver à la deuxième partie de la question, qui est sur les personnes qui gèrent ces migrations-là. C'est qu'est-ce qui accueillerait les migrants climatiques. Aux États-Unis, on sort de 4 ans d'administration de Donald Trump, où non seulement on a entrepris de détruire un peu toutes les réglementations en termes de protection de l'environnement, mitigation des effets des changements climatiques, lutte contre les changements climatiques de manière générale, pas seulement au national, mais aussi dans tous les engagements internationaux qui avaient été pris par les États-Unis, mais aussi de démantèlement de toutes les mesures de protection et surtout d'accueil des réfugiés. Donald Trump a baissé de plus en plus le seuil maximum d'accueil des réfugiés aux États-Unis jusqu'à tomber à 15 000 pour l'an dernier, qui était un record tristement historique pour les États-Unis. Donc pour l'instant, on est en train d'avoir une espèce de regain d'espoir. Tu l'avais dit, Bruno, au début, que Joe Biden avait annoncé donc, un plan non seulement de lutte contre les changements climatiques, de protection de l'environnement, mais surtout, il a annoncé un plan et des études qui vont être menées sur les migrations climatiques et comment est-ce qu'on pourrait aller directement aider les pays du triangle nord d'Amérique centrale pour lutter contre les changements climatiques, la pauvreté, les problèmes sécuritaires et essayer de freiner ces mouvements d'immigration-là. Donc il y a cette volonté-là qui est en train de se mettre en place par la nouvelle administration des États-Unis. Mais il faut savoir aussi que historiquement, il y a quand même eu des instruments de protection qui ont été mis en place par l'administration américaine. Je pense notamment ce qui s'appelle le TPS, qui est le Temporary Protected Status, qui est en fait une espèce de visa octroyé à certains migrants dont l'immigration était forcée, mais qui n'est pas un visa de réfugié. C'est pas l'asile, c'est un visa qui est renouvelable, qui est temporaire, et qui a été notamment octroyé au El Salvador, à Haïti, au Honduras, au Népal et au Nicaragua, pour des raisons soit d'environnement, donc des tremblements de terre, des catastrophes naturelles, en fait, des tremblements de terre dans certains pays, ou de changements climatiques à cause d'ouragans extrêmement violents qui ont frappé ces États-là. Donc il y a quand même déjà des petites mesures mises en place aux États-Unis pour éventuellement protéger ces gens-là.
Merci beaucoup, Mathilde. Benoît. Oui, juste pour rajouter un petit point important, je pense que c'est ce que Mathilde voulait dire, mais pour clarifier, le ETS s'applique aux personnes qui sont déjà dans le territoire des États-Unis. Ça ne permet pas d'entrer Non, c'est de ça, gens qui merci. veulent quitter le pays. Là, ça C'est marche vraiment plus. important parce qu'on oublie ça en fait. Et du coup, quand on pense à la protection des réfugiés ou des migrants internationaux, on tend à finalement ne protéger qu'une très très petite minorité de la population qui, par hasard, rencontrait leurs grands-parents émigrés en Floride et se trouvaient en dehors du territoire à ce moment-là. C'est du coup très restreint en termes d'application. Euh, c'est mieux que rien. Mais alors, en termes de pourquoi les gens bougent, j'ai très peu d'expérience de terrain. Évidemment, je fais de la recherche en droit, mais j'ai fait une étude de terrain en Mongolie qui, je pense, peut être intéressante pour illustrer vraiment la complexité du lien entre changement climatique et migration. C'est une recherche que j'ai faite pendant mon doctorat en 2013, subventionnée par la chaire Oppenheimer à McGill, très généreusement, et avec l'aide du bureau de l'OIM, Ulaanbaatar. Et en fait, ce qui se passe en Mongolie, c'est qu'il y a beaucoup de bergers. C'est une population qui est historiquement nomade, qui vit avec leur troupeau de moutons et de brebis, non, goat. Mon français, Les ouais. chèvres. Comment? Les chèvres. Chèvres, merci. Donc des populations migrantes qui, le territoire étant extrêmement sec, ils ont besoin de migrer pour qu'il y ait de la nourriture, pour qu'il y ait suffisamment d'herbe pour leurs troupeaux. Ça a été une population, enfin, ça a été une économie très difficile à gérer par le gouvernement communiste dans les années 60-70. Ils ont eu beaucoup de mal à collectiviser tout ça. Et dans les années 90, ça a été recapitalisé, réouvert à une économie moderne, avec un gouvernement très centré sur les mines et les services à Ulaanbaatar, avec très très peu de politique pour le développement des campagnes. Ce qui s'est passé, c'est deux phénomènes en même temps. Le changement climatique, moins de pluie, plus de neige, ce qui est un problème pour les moutons et les chèvres puissent manger, puisque l'herbe va être couverte de neige. Et en même temps, un problème d'accès aux services publics, problème d'accès à l'école. Il n'y a plus de dortoirs pour les enfants à l'école. Du coup, les bergers veulent vivre près des villes. Et du coup, il y a une sorte de concentration en même temps qu'il y a ces problèmes environnementaux. Et ça mène à tous les 5 à 10 ans, il y a un phénomène qui s'appelle le tsoud, un phénomène très local où un hiver est un peu plus difficile, plus de neige, beaucoup de brebis, de moutons et de chèvres périssent dans ces conditions. Et les bergers qui perdent leurs troupeaux migrent à Ulaanbaatar dans des bidonvilles autour de la ville. Alors, est-ce que cette migration est causée par le changement climatique? En partie, mais aussi en partie par des politiques incomplètes. Donc, je pense que c'est un exemple très clair où on ne peut pas vraiment. Enfin, le changement climatique contribue à exacerber un phénomène migratoire, mais ce n'est ni un facteur nécessaire ni un facteur suffisant. C'est juste une contribution à ce qu'on appelle en anglais un cluster of causes, un mix de différents facteurs qui contribuent à expliquer ce phénomène. En termes de comment est-ce que cela est géré par les autres, je pense qu'une grande partie de la raison pour laquelle on parle tellement des migrations climatiques, c'est la peur un peu xénophobe quelque part de certains gouvernements, et je n'inclus pas que Trump, j'inclus aussi Biden, d'avoir des migrants qui veulent rentrer dans le pays. La peur du migrant. Je pense que le Canada est l'un des pays qui est le moins affecté par ça, qui est encore le plus ouvert aux migrations internationales, mais dans beaucoup de pays, y compris l'Europe, il y a vraiment une forte une envie de ne pas avoir de migrants internationaux, une sorte de crainte des migrants internationaux. Et la plupart des politiques qui ont été considérées en réponse aux migrations climatiques ont été des politiques pour empêcher les migrations, ou au moins les prendre les gérer d'une manière qui les
en fait, les restreignent aux pays d'origine ou dans les régions d'origine et qui essayent d'éviter des migrations vers les pays développés. C'est un phénomène très connu dans le droit des réfugiés, des droits des migrations internationales. B.S. Chimney, un académique à Delhi, parle du non-entry paradigm, du paradigme d'empêcher l'entrée des migrants internationaux dans les pays développés. Et quand on parle des réfugiés internationaux, la plupart en fait restent dans les pays d'origine, dans les pays à côté des pays d'origine. La plupart des migrants syriens sont en Turquie, évidemment, ne sont pas en Europe. Les États-Unis sont l'un des seuls pays qui acceptent des migrants resettlement, une sorte d'un transport des réfugiés depuis un camp local vers le pays d'accueil. La plupart des autres pays empêchent ça et essaient d'empêcher l'entrée des demandeurs d'asile. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui est en train d'être mis en place dans le système de la gouvernance du changement climatique, dans le système de réponse aux pertes et préjudices, où il y a une sorte de concertation sur comment est-ce qu'on peut prendre en compte les migrations climatiques, ce qui veut dire essayer de les gérer dans le pays d'origine et d'empêcher les migrations internationales vers les pays développés. Et donc ça, en fait, ça met en place une politique qui n'est pas dans l'intérêt des pays d'origine. Parce que pour eux, ce serait peut-être bien d'avoir des populations en besoin de protection qui se déplacent dans d'autres pays. Pour eux, la priorité devrait être la gestion des besoins des populations et non pas empêcher les populations de migrer vers l'international. Donc, au lieu de protéger les populations d'origine et d'aider les pays affectés, la tendance devient de garder le problème dans les pays affectés. C'est de couvrir la casserole et d'empêcher la vapeur de sortir. Et ça ne me paraît pas une solution durable. Et je pense que c'est l'un des gros problèmes qu'on a en ce moment avec les migrations climatiques. Merci beaucoup, Benoît. Caroline, l'Union européenne est certainement connue pour faire un peu de ça, de faire de la gestion migratoire en Afrique ou en amont en Afrique ou en Turquie. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'expérience migratoire en Afrique de l'Ouest et peut-être sur les gestionnaires, si je peux les appeler ainsi, de ces migrations? Mm-hmm. Oui, en termes de l'Afrique de l'Ouest, les spécificités, par exemple, tout d'abord, bien sûr, il y a des confluences entre plusieurs choses dans l'environnement, les inondations, la sécheresse, l'érosion côtière, la désertification, etc., etc., etc. Et parfois dans le même pays. Donc, si on regarde le Sénégal, par exemple, on a la sécheresse, on a l'érosion côtière, on a des inondations, on a plusieurs choses qui arrivent en même temps. Donc, c'est vraiment difficile pour les gouvernements aussi d'avoir un plan d'action avec toutes ces choses qui sont ensemble. Mais la chose et c'est lié à la question de l'Europe, parce que la région de l'Afrique de l'Ouest, plus spécifiquement le CEDEAO, est le plus mobile du monde. Donc, l'Europe ici, il y a une fierté d'être hyper mobile et le Schengen, c'est super progressif. Mais en fait, ça c'est depuis des générations en Afrique de l'Ouest. Mais bien sûr, maintenant, il y a le Free Movement Protocol, mais c'était toujours comme ça. Donc, il y a toujours historiquement un lien entre l'environnement et l'immigration. On a une population, bien sûr, des pêcheurs, par exemple. Moi, je travaille avec des pêcheurs sénégalais, par exemple, et c'est normal qu'ils migrent avec les pêches. C'est juste une partie de la livelihood, de la culture, en fait. Et aussi, on voit ça avec les pastoralistes en Afrique de l'Ouest. En fait, pour eux, ce n'est pas toujours un problème de mouvement, de migration, mais parfois d'immobilité ou immobilité. Parce que c'est quand ils arrêtent qu'il y a quelque chose qui arrive, parce que ça, ce n'est pas normal. Donc, souvent, on a laissé l'idée que c'est le mouvement qui est bizarre, qui est quelque chose qui a besoin d'explication. Mais en fait, en Afrique de l'Ouest, parfois, c'est le contraire, en fait. Pourquoi pas migrer ou quand le
les dynamiques changent. Avec le changement climatique, on voit qu'il y a des dynamiques qui changent. Par exemple, avant, les pêcheurs, ils pêchent pendant une partie de l'année, d'ailleurs, en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. Et maintenant, c'est plus concentré en Mauritanie. Et pour longtemps, donc avant quelques mois, maintenant, il retourne que pour un mois de l'année, peut-être 2, ça dépend. Donc, c'est ça qui change. C'est pas toujours une question de augmentation, mais le changement de dynamique qui est vraiment important en Afrique de l'Ouest. Et aussi, comme j'ai expliqué, qu'il y a un attachement culturel à livelihoods. Je ne sais pas, chèvre, non. Mais, mode de vie, peut-être. OK. Mais c'est culturel. Donc, souvent, on pense les gens vont migrer aux villes. Ils vont commencer quelque chose d'autre en termes de boulot. Mais en Afrique de l'Ouest, ou au Sénégal, par exemple, avec les pêcheurs, ils préfèrent de migrer que de changer leur boulot. Donc, ils préfèrent rester dans la pêche et utiliser l'immigration que de changer le boulot à Saint-Louis, par exemple. Et ça, c'est quelque chose aussi que je pense est important. En termes il y a beaucoup de choses, mais en termes de la question de l'Europe, et oui, en Europe, il y a cette idée que tous les gens qui vont être réfugiés climatiques vont tous arriver en Europe. Comme c'est le seul endroit du monde, mais pour moi, c'est un peu incroyable. Et même en Angleterre, par exemple, ils pensent qu'ils vont millions et milliards de gens qui vont arriver en Angleterre. Il n'y a pas de sens. Parce qu'on voit que la plupart est interne et comme Benoît a bien expliqué que s'ils traversent une frontière, c'est plutôt juste les voisins. Donc, la Mauritanie pour le Sénégal, par exemple, 9 km de distance entre où je travaille et la Mauritanie. Donc, c'est vrai que l'Europe arrive avec ce discours qui est vraiment pas lié de la réalité et c'est toujours une question d'empêcher, comme Benoît a bien expliqué. On voit un petit peu de change avec ça, mais pour l'Afrique de l'Ouest, ce n'est pas une question de l'Europe. Et bien sûr, il y a des gens qui partent pour l'Europe, mais pour eux, c'est les États qui gèrent, ou le Free Movement Protocol de CEDEAO qui gère ça. Mais surtout, ils ont les mêmes mentalités, en fait, parce qu'ils sont basés aux villes comme Dakar, comme Lagos, comme cette ville côtière qui sont menacées par l'érosion côtière, par des inondations, mais aussi par l'explosion démographique, parce que ça, c'est une autre chose. Mais tu l'as bien expliqué, l'économique, l'environnemental, la sécurité, mais aussi le démographique. Et donc, pour eux, c'est la même chose. Ils veulent empêcher l'immigration vers les villes. Donc, c'est aussi l'objectif qui arrive dans les politiques. OK, si on va faire l'adaptation, ça va être dans les communautés d'origine. C'est jamais une question de l'adaptation aux villes, aux destinations, pour accueillir en fait les migrants qui vont arriver quand même. Donc, en fait, c'est la même mentalité, mais juste dans l'Afrique de l'Ouest. Merci beaucoup, Caroline. J'aime bien le point, ou du moins ce que tu apportes, c'est-à-dire la dimension historique de la chose et le point que tu as souligné, que j'ai noté en fait, que c'est en fait l'immobilité qui est vue comme un risque pour les gens ou par les gens. Et donc, je veux rebondir là-dessus parce que autant Mathilde que Benoît ont soulevé aussi des choses similaires. Benoît parlait de la peur que apporte ou la perception de peur que les gens ont de la migration. Mathilde a parlé évidemment de l'administration Trump qui a surfé un peu sur ça aussi. Donc, j'aimerais vous entendre un peu sur en quoi justement la migration est-elle le reflet de ou quels sont
disons, les soucis, les problèmes, les questions centrales pour vous quand on parle de migration? Et je la pose, cette question-là, dans le contexte que je viens de résumer très rapidement, du langage ou des approches qu'on prend justement sur la migration. D'un point de vue historique, les populations, les sociétés humaines ont toujours bougé, comme Caroline a dit pour l'exemple de l'Afrique de l'Ouest, mais on utilise de plus en plus un langage de risque ou comme moi-même j'ai utilisé, de gestion de la migration, de règles. Les frontières sont un endroit où en principe on n'est pas supposé de traverser ou du moins qui doivent être surveillés, etc. Dans mon cas, dans mes études à moi, on parle beaucoup du lien entre migration et instabilité ou risque de conflit aussi. La peur qu'amène le mouvement, le changement, l'instabilité, donc autrement dit, les soi-disant conséquences, entre guillemets, là, néfastes de la migration. Pouvez-vous peut-être essayer de nous éclaircir là-dessus ou comment vous vous approchez ce problème-là de la façon on parle même des migrations. Donc, pour vous, est-ce que c'est tout simplement une question de discours, langage qui instrumentalise l'immigration pour des programmes politiques ou est-ce qu'on devrait changer ça ou est-ce que les enjeux se trouvent ailleurs ou bon, je m'arrête, je sais que ma question est assez vague, là, donc parce que j'essaie de vous donner plusieurs pistes, mais j'aimerais ça vous entendre sur comment on traite de l'immigration, autrement dit, comment on travaille sur l'immigration en termes euh, de recherche peut-être d'un côté, mais certainement très pratique aussi. Mathilde, peut-être? Oui, merci Bruno. C'est une question vaste, c'est une question super intéressante. En ce qui concerne, peut-être moi je vais parler plus des discours politiques. Il y a tout ce phénomène je vais parler des États-Unis parce que c'est ce que je connais le mieux, mais c'est vraiment pas unique et c'est pas propre aux États-Unis uniquement ce que je vais dire. Mais il y a tout ce phénomène de ce qui s'appelle la sécurisation. Donc c'est un phénomène, la sécurisation. On va prendre un enjeu qui autrefois était administratif, ou un enjeu politique, c'est-à-dire un enjeu qui était peut-être débattu sur la scène publique, mais qui était un enjeu parmi d'autres. Et quand je dis on, c'est surtout les élites politiques d'un État vont en faire un enjeu de sécurité. Et là, on va construire cet enjeu comme étant une menace à la sécurité nationale. Et c'est ce qui se passe aux États-Unis avec l'immigration. C'est pas nouveau, ça date pas de Donald Trump, c'est beaucoup plus ancien que ça. En fait, il y a eu toujours un peu dans l'histoire des États-Unis des cycles d'ouverture à l'immigration. On ouvre les frontières, on a besoin de population et de fermeture en disant non, non, c'est une menace. Ça date de l'arrivée des Irlandais aux États-Unis, hein, pour vous donner un exemple. On disait non, non, c'est une menace pour la stabilité politique, c'est une menace pour la démocratie, ces gens-là, on ne peut pas les laisser rentrer, etc. Et ça c'est venu au XXe siècle avec les migrants mexicains, les migrants économiques mexicains. Et là encore, plus récemment, avec les migrants, encore une fois, mexicains d'Amérique centrale, mais également du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne, etc. Donc c'est un phénomène qui est cyclique, qui réapparaît régulièrement. Et c'est l'un des enjeux que certains chercheurs vont dénoncer lorsqu'on parle de réfugiés climatiques. Ils disent attention, quand vous parlez de réfugiés, ben, vous pouvez faire, sans le faire exprès, une espèce d'amalgame dans la tête de la population, de certaines personnes, entre les réfugiés climatiques, donc qui quittent pour des raisons, ou les réfugiés environnementaux, donc qui quitteraient pour des raisons environnementales, etc., et pourraient plus retourner dans leur pays d'origine, et tout ce discours de sécurisation de l'immigration qui est en place en même temps, et les gens vont l'interpréter comme une menace. Ils vont encore, tout ce qu'ils vont entendre, c'est il va y avoir des migrants qui vont encore venir, blablabla, etc. C'est un danger, c'est une menace pour notre sécurité nationale, pour notre culture aussi, pour notre économie, parce que surtout les réfugiés climatiques, il y avait cette étude sur les potentiels réfugiés climatiques, donc des îles du Pacifique, des pays insulaires du Pacifique, qui migreraient, puis qui représenteraient un espèce de poids pour la société dans laquelle ils arriveraient, alors que pas du tout. Ils pourraient au contraire représenter des opportunités, surtout dans certains États où la population est vieillissante, où on est dans une décroissance démographique, etc. Et donc, il y a des opportunités qui se créent, mais il y a le danger que ce soit associé à des flux migratoires qui sont vraiment construits comme un danger pour les sociétés d'accueil. Donc c'est ça. Moi, je parle plus du cas américain. Ça se passe aussi en Europe, mais je l'ai moins étudié. Et donc, c'est un des enjeux principaux lorsqu'on parle de comment on va définir en fait ces migrations-là. Comment est-ce qu'on peut les définir?
et c'est un risque qui est beaucoup débattu. Merci, Mathilde. Benoît, toi, tu as parlé d'un côté de la peur et de l'autre côté de la protection. Donc, Oui. peut-être Parler tu peux plus de élaborer ça. protection parce que Mathilde a parlé de la peur, ce qui est important. Donc, la peur, à mon avis, c'est ce qui domine en ce moment les politiques migratoires et la protection des droits humains, c'est ce qui devrait dominer les politiques migratoires, à mon sens. Le problème est que les migrations, les migrants sont vraiment gérés d'une manière où on oppose un individu dans une situation de vulnérabilité au pouvoir politique face à un État tout-puissant. Et il faut garder à l'esprit que les droits humains s'appliquent par définition aux humains, à tous les humains, y compris aux migrants. Toute personne étrangère a tous les droits d'une personne locale, à part le droit de voter et le droit de rester dans le pays. La seule chose qu'un pays puisse faire, c'est de ne pas permettre à la personne de voter ou l'exclure du pays dans certaines conditions. Tous les autres droits s'appliquent de la même manière, en principe, pas forcément en pratique. Et je pense que c'est quelque chose qu'on voit en ce moment, par exemple, avec les politiques sur les vaccins ou sur plein de politiques dans plein de pays où les migrants sont toujours considérés comme des citoyens de deuxième classe. Pourquoi est-ce le cas? Je ne sais pas. C'est possible qu'il y ait un phénomène de la démocratie ne fonctionne pas ou fonctionne trop littéralement comme le pouvoir de la majorité contre la minorité. Le fait que les migrants ne votent pas, bien sûr, fait que ça devient pire. Et c'est intéressant de voir ce qu'on entendait avant. Certains pays en développement ont des politiques plus ouvertes aux migrants que certains pays développés. C'est peut-être une limite de la démocratie occidentale ouverte. C'est en principe une limite qui devrait être prise en compte par les traités internationaux sur les droits humains, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple. Mais même la Cour européenne des droits de l'homme, en pratique, a suivi un peu la même tendance. Je pense qu'ils ne parlent plus maintenant, comme ils en parlaient il y a 20 ans, de l'espace européen, avec l'idée que les pays européens ont des obligations différentes pour les Européens et pour les non-Européens, ce qui est vraiment très post-colonial. Mais il reste un peu l'idée que les droits humains s'appliquent davantage aux personnes de nationalité du pays. Évidemment, il y a aussi un phénomène social qui s'applique également aux migrants domestiques, aux migrants internes. Une personne qui se déplace dans une autre communauté n'a pas forcément les mêmes contacts et est plus vulnérable aux différents types d'abus. Mais je pense qu'il faut aussi questionner la question ici. Quand on adresse le problème des migrations climatiques depuis l'aspect changement climatique et non pas depuis l'aspect migration, on met beaucoup l'accent sur les migrations qui sont l'une des conséquences du changement climatique. Mais il faut garder à l'esprit que les personnes les plus affectées par les changements climatiques, par les désastres naturels, par les changements lents des conditions environnementales, sont généralement pas capables de se déplacer. Les migrants sont généralement les personnes qui sont dans la meilleure situation économique, qui peuvent payer un billet d'avion ou un billet de bus pour se rendre dans une autre ville, qui peuvent s'engager dans ce projet migratoire. Et quand on met trop l'accent sur les migrants, on tend à oublier que les vraies, pas les vraies victimes, mais il y a d'autres victimes qui sont au moins aussi vulnérables et qui devraient aussi être un objet qui devrait aussi être un objet de protection sur les politiques de réponse au changement climatique. Merci. Je serais tenté de te poser la question qui doit offrir cette protection, mais je garde ça pour tout à l'heure. Caroline, s'il te plaît. Je dois dire qui? Non, je vais passer à la première question. Oui, d'accord. Donc, oui, c'est une question vaste, mais en fait, je vais réagir aussi en termes des réponses de Mathilde et Benoît, parce que c'était super bien expliqué des choses. Parfois, ça, c'est le cadeau d'être le dernier, d'être le Zekraf. Mais donc, moi, je voudrais aussi ajouter des choses. Donc, en termes de l'Europe, par exemple,
oui, il y a une question de la peur de l'immigration, comme utilisée pour la polarisation. Et oui, donc c'est vrai qu'il y a des gens et des partis politiques qui utilisent, par exemple, qui a utilisé la crise réfugiée de 2015, qui n'était pas du tout une question de ça. Comme c'était déjà mentionné, la plupart des gens ne sont pas en Europe ou ne sont arrivés pas en Europe. Mais ils ont utilisé ça quand on parle du changement climatique aussi. Parce que c'était, en fait, ils ont dit attendez, parce que vous allez voir avec le changement climatique, qu'est-ce qui va arriver, il faut agir. Et ça, c'est pas qu'une question de des gens qui sont des populistes ou qui sont des xénophobes ou quelque chose. Ça, c'est aussi utile de les organisations pour le changement climatique qui disent il faut agir. Oui? Il faut agir contre le changement climatique parce que sinon, il y aura 200 millions en milliards, je vous ça, des changements, des réfugiés climatiques qui vont arriver, des inondations, des réfugiés climatiques qui vont arriver si on rien faire. Et ça, c'est bizarre parce que c'est pas... on utilise l'immigration comme un threat. C'est la deuxième heure des appels en fait aujourd'hui, donc je suis anglophone de base, mais en plus, je suis super fatiguée. Threat. C'est une menace. Menace. Comme une menace sécuritaire, mais parfois, on voit qu'ils jouent avec les organisations pour le changement climatique, jouent avec la xénophobie et le populisme. Et ça, c'est vraiment, parfois, c'est avec les objectifs humanitaires, mais quand c'est vraiment l'objectif et le changement climatique, c'est utile, l'immigration, ce n'est pas une question de protection pour les migrants. Et ça, c'est vraiment un problème, je trouve, en Europe. Bien sûr, avec les sécurités aussi, c'est une question, si on regarde toujours que l'immigration est une menace, il faut avoir peur, on va toujours essayer d'empêcher la migration, comme on a dit, et comme Benoît a expliqué, on va aussi peut-être, on va voir la vulnérabilité des gens qui restent. Parce que oui, on voit les gens qui sont dans les bateaux en Méditerranée et on pense que c'est le pire de la pire, mais en fait, il y a des gens qui ne peuvent pas payer, qui n'ont pas l'accès, qui ne peuvent pas bouger physiquement. Et il y a une partie d'immobilité, parfois des gens qui vont dire les populations piégées ou coincées. Et ça, c'est pas du tout une question. On pense pas du tout de eux, mais c'est toujours une question même avec, il y a un discours qui dit que migration peut être une stratégie d'adaptation qui est bien, qui donne la sécurité humanitaire. Mais avec ça, ils ont amené les victimes d'immobilité. Donc, c'est toujours un discours qui est basé sur les héros et les victimes. Et on change. On a des gens qui vont utiliser l'immigration qui sont des héros, des agents d'adaptation. Et on va voir que, par contre, c'est les victimes qui restent. Et ça, c'est un discours qui est trop binaire et simplifié pour une situation super complexe. Je vais arrêter ça là. C'est super, merci beaucoup à vous trois. Je te relancerai, Caroline, toi, sur l'Union européenne, parce que moi-même, dans mes travaux sur le Sahel, j'y vois la stratégie européenne comme étant à bien des niveaux une expérience pour contrer la soi-disant bombe démographique qui se combinerait au changement climatique. Et donc, bon. J'ai quelques questions de la salle. Je vais commencer. J'en ai trois ici. Je vais les lire les trois. Donc, vous pourrez répondre soit aux trois ou celle de votre choix. Puis, cette fois-ci, on ira dans l'ordre inverse peut-être et on laissera Caroline, si elle est prête, à parler en premier. Donc, la première est liée à l'adoption en 2018 du Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration par les pays des Nations Unies, notamment en prévision de l'augmentation du nombre de migrants dû au changement climatique. Donc, la question, quel rôle en droit
et sur le terrain en pratique pour cet accord? Quelles sont les conséquences observées sur l'acceptation des migrants? Donc, un peu les questions qu'on vient de toucher. Grâce à la stratégie de miser sur les acteurs privés qui vient du Global Pact aussi pour favoriser l'accueil, plutôt que seulement se fier sur les États. Donc, autrement dit, quel rôle ou comment voyez-vous l'impact là, justement de cet accord de l'adoption en 2018 du Global Pact for Safe, Orderly and Regular Migration? La deuxième question, lorsqu'on parle des migrations climatiques, on parle beaucoup des migrations sud-nord. Mais est-ce qu'on peut observer dans nos recherches d'autres mouvements, des dynamiques autres que le sud vers le nord? Est-ce qu'on voit du nord-sud, du nord-nord ou du sud-sud, par exemple? Et finalement, à quoi ressembleront les mouvements migratoires mondiaux après la pandémie dans les pays qui vous intéressent? Donc, autrement dit, quel impact peut-être ici, c'est moi qui l'interprète, de la COVID-19 sur ce qu'on vient de parler? Donc, Caroline, si tu veux bien. C'est mon choix. Très bien. OK. Je vais prendre le deuxième alors. Peut-être je vais entrer dans les autres, mais je suis sûre que Benoît va avoir beaucoup à dire pour le premier. Oui, mais en fait, oui, on parle de l'immigration vers sud, vers le nord, mais je pense c'est exactement qu'est-ce moi j'ai essayé de dire qu'en fait c'est pas du tout le cas. Ça c'est le discours, mais c'est pas la réalité. La réalité en Afrique de l'Ouest et c'est sud-sud, c'est interne. Tout d'abord interne. Deuxième, c'est juste vers le voisin, donc le Sénégal vers la Mauritanie, Burkina vers le Mali vers la Mauritanie. Donc, c'est tout à fait sud-sud. Moi, je vais dire qu'en fait, ça, c'est la plupart de l'immigration en Afrique en général, pas dans le cas des changements climatiques, en général. Et ça, c'est juste oui, le discours qui n'est pas basé sur les données, sur la réalité empirique. En termes de nord vers le sud, ouais, mais c'est une question vraiment de nord vers le sud, bien sûr. On voit qu'il y a des gens qui bougent de le nord vers le sud en termes de les régions développées ou en développement. Oui, on peut parler dans l'immigration environnementale aussi dans un contexte un peu différent, que ce n'est pas exactement le changement climatique, mais les recolonisations des gens qui départent l'Europe vers le Brésil, vers le Mozambique, vers des endroits comme ça. Ça, c'est aussi un type d'immigration environnementale qu'on ne parle pas souvent de ça. Mais bien sûr, en termes de direction, il y a des gens qui partent de Mauritanie vers le sud de l'Afrique de l'Ouest ou vers le Central African Republic ou on voit dans le Lake Chad Basin aussi. Donc, tout à fait que c'est sud-sud. Je suis d'accord avec la personne qui a demandé qu'en fait, c'est une erreur de toujours parler de la mentalité européenne ou américaine ou canadienne ou australienne, etc. Ça, c'est juste une idée qui pousse le politique, mais qui n'est pas exactement vrai. Merci beaucoup. Benoît? Oui, alors juste un mot de plus sur la question 2, sur les migrations sud-nord. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Caroline a dit, mais je veux juste rajouter, le problème de la migration, c'est qu'il n'y a pas vraiment de définition de ce qui constitue une migration dans un cas de minimis, comme on dirait en droit, dans un cas très très mineur. Par exemple, imaginez Bangkok en 2012, grosse inondation. Beaucoup de gens ont migré dans un sens du premier étage au deuxième étage du même bâtiment. C'est dans un sens une migration environnementale, puisque c'est causé par l'environnement, c'est exacerbé par le changement climatique probablement. Mais est-ce que ça passe vraiment, enfin, est-ce que c'est suffisant pour être considéré comme une migration? Qu'est-ce qui constitue, quelle est la distance minimale pour, ou la durée de déplacement minimale pour constituer une migration?
C'est aussi pour ça, je pense qu'il est très, très difficile d'avoir des nombres de migrants. Enfin, comment est-ce qu'on peut… Migrants internationaux, bien sûr, on peut. Mais migrants domestiques, migrants internes, c'est très, très difficile de savoir combien il y a de migrants internes, puisque, enfin, pour combien de temps est-ce qu'une personne qui a été déplacée ou qui s'est déplacée doit être considérée comme un migrant interne, par exemple. Alors pour la première question, je pense que c'est celle pour laquelle j'ai plus de choses à dire, c'est la question du Global Compact on Migration of 2018, de 2018. C'est un document non contraignant, bien sûr. Hein, c'est une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies. Les États n'ont aucune obligation directement de mettre en œuvre ce document. Et c'est bien sûr un peu préoccupant. En même temps, le document en lui-même ne contient pas grand-chose de nouveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Parfois, il est important de répéter des choses. C'est un peu de la pédagogie pour les États, de leur rappeler leurs obligations. Mais en termes de portée juridique, le fait que la plupart des clauses existent déjà en droit veut dire que le Global Compact n'ajoute pas grand-chose. Mais il y a quand même une portée importante, symbolique, à répéter de ce que les États ont du mal à accepter. J'avais parlé avant du fait que les droits humains s'appliquent bien sûr à tous les humains, y compris aux migrants. Ça a été aussi réaffirmé par un autre traité, par un traité spécifique, la Convention de 1989 sur les travailleurs migrants, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui est le traité sur les droits humains de l'ONU qui a été le plus long à être mis en œuvre. Il a fallu 20 ans pour avoir un nombre suffisant de signataires pour que le traité entre en vigueur. Et encore maintenant, il est seulement ratifié par des pays d'origine des migrations internationales. Il n'est pas ratifié par les États-Unis, par le Canada ou par aucun États membres de l'Union européenne, à part la Bosnie apparemment. Donc vraiment que par des pays d'origine et non pas par des pays de destination. Ce traité ne rajoute rien de nouveau. Il ne fait que réaffirmer les droits humains existants et qui s'appliquent aux migrants, y compris aux migrants en situation irrégulière, puisque la situation régulière n'est pas une condition pour l'accès aux droits. Mais le fait que beaucoup d'États n'ont pas ratifié ce traité dit quelque chose sur le manque d'enthousiasme de beaucoup d'États à protéger effectivement les droits des migrants internationaux. Merci Benoît. Mathilde, à toi. Oui, merci. Pour rajouter une petite dernière info sur la deuxième question, parce qu'elle a déjà été très très bien traitée par mes collègues. Il y avait une question sur les mouvements nord-nord. En ce moment, c'est peut-être pas ce qu'on voit le plus de façon évidente, mais à l'intérieur de certains pays, il y a déjà des mouvements qui se font en raison des changements climatiques. Si on n'a qu'à regarder ici au Canada, il y a déjà des communautés autochtones qui, dans le nord du Canada, sont affectées par la fonte de la banquise et qui doivent déjà relocaliser leur territoire d'habitation et leur lieu d'habitation. Donc il y a déjà ce type de mouvement migratoires internes qui sont, comme le disait Dr Maillet, très difficiles à qualifier, quels sont les facteurs qu'on prend en compte, etc. Mais il y a déjà ce déplacement-là qui est en train de se faire en raison des changements climatiques. Et puis, il y a un article assez intéressant, je pense, du Political Center qui modélisait les changements climatiques aux États-Unis particulièrement, et en fait qui montrait qu'à l'intérieur des États-Unis, il va y avoir un déplacement phénoménal d'ici la fin du XXIe siècle, qui va peut-être se recentrer vers le centre parce qu'on va s'éloigner des côtes en raison de l'augmentation du niveau de la mer. On va s'éloigner de l'ouest parce que les feux de forêt vont gagner en importance. Le sud va devenir extrêmement humide et extrêmement chaud. Et il y aura peut-être même un déplacement en fait, de la population américaine vers le Canada sur le très long terme. Donc il y a ce genre de mouvement est difficile à prévoir, bien sûr, mais ce n'est pas impossible. Puis peut-être pour répondre à la troisième question sur les impacts de la pandémie
de Covid-19, évidemment, sur les migrations internationales, il y a eu une chute drastique des migrations internationales à cause de cette pandémie, du fait que beaucoup d'États ont fermé leurs frontières, que ce soit pour y entrer, même pour y sortir, dans certains cas, à certains moments de la pandémie. Donc, évidemment, ça a réduit considérablement les mouvements et les flux migratoires internationaux, volontaires ou forcés. Mais ce qu'on peut voir d'ores et déjà, c'est un peu difficile de se dire qu'est-ce qui va se passer en 2021, voire 2022, post-pandémie, parce que même pour les personnes les plus privilégiées, c'est difficile de savoir dans quelles conditions il va être possible de voyager. Donc, personnes privilégiées étant les gens avec suffisamment de ressources, puis avoir l'accès à un vaccin, par exemple. Donc, qu'est-ce que c'est pour le cas des personnes les plus vulnérables, les populations les plus soumises, par exemple, au changement climatique ou à l'insécurité, etc. C'est un peu dur de prédire, mais déjà, ce qu'on voit des conséquences de la pandémie, ça a été sur l'immigration qui était déjà faite. C'est-à-dire, une fois que vous êtes dans le pays d'accueil, les migrants sont ceux qui ont été le plus durement frappés par le chômage. Il y a aussi, ils ont été frappés par la pandémie en général parce que soit ils travaillaient ils occupaient des emplois qui étaient donc très soumis au risque de contamination, soit ils étaient très vulnérables économiquement parlant, donc les risques de contamination étaient plus grands. Et donc, lorsque l'économie va peut-être se remettre en marche, ce ne seront pas forcément les gens qui vont être le plus favorisés, que ce soit en termes de migrants réguliers, c'est-à-dire avec toute la documentation nécessaire, en termes de demandeurs d'asile, ou en termes de migrants non documentés. Donc, c'est peut-être ces impacts-là, un peu post-migration, qui sont aussi observables en ce moment et qui pourront peut-être être encore observables d'ici l'année prochaine, quand, je l'espère, on sera dans un monde un peu post-pandémie de Covid-19. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à tout le monde. J'ai une autre question très précise, celle-là, donc à qui voudra bien la prendre. Que pensez-vous de la décision du 24 octobre 2019 par le Comité des droits de l'homme des Nations unies relative à l'affaire Yohann, pardon, là, je le dis mal, Tetiota contre la Nouvelle-Zélande, qui a été saluée dans les médias comme une avancée majeure et historique pour la reconnaissance internationale d'un statut juridique pour les migrants climatiques. Qui veut bien répondre à ça? Benoît, oui. Je viens d'avoir un autre séminaire en Angleterre il y a quelques heures sur un an après cette décision. Je pense que franchement, les médias ont mal interprété la décision. Monsieur Tetiota était apparemment une personne qui vivait en Nouvelle-Zélande sur un visa de travail, je crois, et qui devait être déporté parce qu'il avait été resté dans le pays un peu trop longtemps, vers le pays d'origine qui est Kiribati, un petit état insulaire dans le Pacifique de 10 000 habitants plus ou moins, très affecté par la montée du niveau de la mer. Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a dit qu'il pouvait être déporté, mais ce qui est intéressant, c'est que le comité a aussi dit que le droit à la protection de la vie, le droit à la vie, c'est bizarre de dire ça, mais le droit à la protection de la vie requiert le pays, la Nouvelle-Zélande, de vérifier que la personne déportée ne va pas être exposé à un risque sur sa vie après la déportation. Ça, c'est pas nouveau. Ça a déjà été mis en œuvre depuis très longtemps dans beaucoup de cas pour les déportations vers des pays en guerre ou vers des pays où des situations très, très difficiles. C'est la première fois que ce raisonnement a été mis en œuvre en lien avec un pays très affecté par les changements climatiques, et où la personne pourrait être affectée par des inondations, des pertes de territoire, des conséquences sanitaires, etc. Le comité a cependant aussi dit que dans ce cas, la jurisprudence ne s'appliquait pas, puisqu'il n'y avait pas de risque imminent à la vie de la personne déportée. Il y avait possiblement un risque pour les 10, 15, 20 années à venir, quand le pays serait très probablement englouti par la montée du niveau de la mer. Mais à mon sens, simplement l'application d'une jurisprudence établie
le non-refoulement d'une personne dont le droit à la vie serait mis en cause par la déportation dans une situation en lien avec le changement climatique. Mais il ne s'agit pas de définir une catégorie distincte de personnes. Et vraiment, quand on regarde le raisonnement du comité, le fait que le changement climatique soit la raison de la vulnérabilité de la personne une fois déportée n'est pas important. Ce qui est important, c'est la vulnérabilité de la personne déportée. Que ce soit le changement climatique ou que ce soit autre chose, ça n'a aucune importance pour le comité. Et je pense que c'est le bon raisonnement. Le fait que le changement climatique soit la cause d'une situation difficile à Kiribati n'est pas l'élément important de la décision. Merci, Benoît. Est-ce que Caroline ou Mathilde, vous voulez ajouter quelque chose? Non. J'aimerais vous lancer un petit défi ou vous demander de spéculer un peu pour une dernière peut-être question ou dernière petite discussion. Quand moi j'enseigne à mes étudiants les changements climatiques, disons le cœur de tout ce que j'enseigne, c'est de réfléchir à la manière dont les changements climatiques nous obligent à repenser la manière dont on pense et on fait la politique. Bon, je suis politologue. Mais ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on peut, autrement dit, faire du business as usual, hein? Et évidemment, les changements climatiques, comme vous le savez, c'est un défi d'abord abstrait dans la mesure où au quotidien, c'est dur en tant qu'individu de le voir, de le sentir. Bon, évidemment, il y a de plus en plus d'exemples concrets, là, comme vous en avez nommé plusieurs, mais ça demeure quand même quelque chose dans le futur qui est abstrait. Et donc, de l'autre côté, ce qui est difficile au niveau politique aussi, c'est la planification à long terme que ça demande. Et certainement, dans le monde occidental, on est bien mauvais pour faire de la planification politique à long terme et même certains y associeront des tendances autoritaires là, que lorsqu'on parle de planification, vont avoir des réflexes de dire que ce sont des régimes totalitaires qui font ça. Donc, ce que je vous pose comme question, en fait, c'est que selon vous, et Mathilde a touché un peu, ce qu'on sait des changements climatiques, c'est qu'effectivement, il y a des pays qui carrément, surtout tout autour de l'équateur, hein, l'Amérique centrale, le sud des États-Unis, une bonne partie de l'Afrique, Moyen-Orient, Asie du Sud, Sud-Est, qui seront essentiellement inhabitables, invivables, certainement à l'extérieur. Dans les prochaines années, peut-être, bon, les estimés varient là, entre 2040, 50, 60, 70, mais c'est relativement quand même près de nous. Dans ce contexte-là, est-ce que le régime, si je peux l'appeler comme ça, le régime migratoire, la façon dont on approche les migrations peut survivre au changement climatique? Autrement dit, quelle sorte d'évolution pensez-vous ou voyez-vous à l'horizon? Est-ce qu'il y en a? Peut-être qu'il n'y en a pas, mais quelle évolution voyez-vous et quelle évolution pensez-vous que nous devons construire, que nous avons et aurons de besoin? La question, je pense, légale des frontières revient souvent autour de ça et qui est quand même contraire à la question historique, comme Caroline le mentionnait plus tôt. Donc, si on se projette dans l'avenir, justement, que pensez-vous? Quel est l'avenir de ce que je pourrais appeler très généralement le régime migratoire au niveau soit régional ou international, ou la question donc migratoire de manière très, très large? Ou plus spécifique, si vous voulez aller dans le spécifique, évidemment. Donc, excusez-moi d'avoir parlé longtemps, mais je pense que ça méritait un contexte quand même, parce que je pense qu'il faut justement, et c'est là le grand défi des changements climatiques, c'est penser autrement, faire les choses autrement. Mais je n'ai pas nécessairement la question qu'est-ce que ce autrement est, mais j'aimerais bien certainement vous entendre dans le contexte justement des migrations. Donc, qui est assez... qui veut bien s'y attaquer en premier? Caroline, est-ce que tu veux, on refait l'ordre inverse? Ou... Pourquoi pas? Vous avez dit des choses qui sont vraiment correctes et la même chose que je dis à mes étudiants aussi. Que parfois les politiques ne sont pas, les systèmes ne sont pas capables de
ouais, ils sont capables, mais parfois, je pense, il y a des limites en termes de la vision court terme et la vision long terme. Mais avant, en fait, que je parle du futur, de l'avenir, je vais dire que dans le contexte où j'habite et où je recherche, les contextes sont super différents. Donc, le contexte où j'habite, les gens parlent comme c'est le futur. Le changement climatique abstrait est le futur. Et où je travaille, où je fais la recherche, c'est pas du tout une question de le futur, c'est de l'avenir, c'est une question de maintenant. Et même avec ça, il y a des problèmes, des stratégies long terme. C'est plutôt, par exemple, des crises et on répond, les crises, on répond, mais on ne fait pas des changes qui sont vraiment systématiques ou de vraiment préparer, par exemple, les villes ou de trouver des systèmes qui sont capables de travailler avec les nexus dont on a parlé, de conflits, de sécurité alimentaire, économique. Parce que maintenant, on voit que c'est qui en fait? C'est le ministère de l'Environnement qui est responsable pour l'immigration environnementale ou c'est le ministère des Intérieurs, par exemple? C'est qui? Donc, on travaille toujours dans ces silos, oui, des départements, des ministères. Et le changement climatique n'émerge pas comme ça. Donc, nos structures sont déjà, même si on dit, OK, voilà, ça c'est le ministère du changement climatique, mais ils travaillent avec qui? Donc, c'est vraiment, je pense, comme c'est vraiment lié à toutes ces choses, et l'immigration aussi, lié à toutes ces différentes choses, c'est difficile déjà. Mais en termes de le futur, je vais parler un peu de la question de recherche, en fait, parce que pour moi, il faut préparer les politiques avec des scénarios. Pas de parler d'une future, l'avenir, dans le sens singulier, mais comme avec le changement climatique, on parle des scénarios, le pire, le meilleur, etc. Mais avec migration, il y a de la recherche qui parle de scénarios, mais souvent, ce n'est pas présenté comme des scénarios. C'est comme, il y aura 200 millions ou un milliard de gens qui vont être déplacés, mais on sait bien qu'avec le changement climatique, comme l'immigration, beaucoup de questions qui sont là, beaucoup de questions sont là. On fait quoi? On va faire quoi? Et ça va changer les dynamiques migratoires, bien sûr. Mais afin de préparer maintenant, il faut parler des futurs, de plusieurs futurs qui sont possibles. Parce que sinon, moi, je pense qu'on va rester dans le même système, le même business as usual. On va toujours continuer avec le discours de sécuritaire, de peur, de l'idée que c'est hypothétique et pas actuel. Et avec ça, je vais juste ajouter qu'on a un projet de recherche qui s'appelle Habitable, qui vient d'être financé, qui va en fait prendre cette question. C'est quoi l'habitabilité? Et c'est physique ou c'est social en fait? Donc, je vais juste ajouter comme une autre question. C'est pas que juste si on peut survivre, mais c'est aussi si on peut vivre, oui. Oui. Merci beaucoup. Je prends note des scénarios et effectivement, la planification, c'est aussi de planifier tout en gérant des crises et en principe, la COVID nous démontre ça aussi, mais bon, ça, c'est une autre question. Benoît, du point de vue peut-être juridique, justement, est-ce que le régime juridique autour de ces questions est habile ou devra changer ou bien outillé pour faire face à ce qui s'en vient? Oui, j'ai l'impression que le système juridique actuel qui s'applique aux réfugiés ou aux migrants date en grande partie de l'après-Seconde Guerre mondiale. L'idée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tous les gens ont des droits universels, la Convention sur les réfugiés de 1951, tout ça, ça a été mis en œuvre après une crise majeure internationale. Et
très souvent, bien sûr, le droit se développe, comme les politiques en général, je pense, en réaction à une crise et non pas en anticipation pour ajuster de manière rationnelle. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe pour que les décideurs fassent quelque chose. Je pense qu'il y aura deux sortes de crises qui vont avoir lieu en lien avec les migrations liées au changement climatique. L'une dont on parle beaucoup, peut-être trop, c'est les petits États insulaires, Kiribati, Tuvalu, de Maldives, qui vont disparaître territorialement dans les prochaines décennies parce que les eaux montent et les États sont très très bas au-dessus du niveau de la mer. Donc, il va y avoir des populations à resituer quelque part qui vont devoir être déplacées. Et ça pose des problèmes juridiques inédits, très intéressants pour les juristes, mais vraiment, c'est la limite du droit et c'est un peu legal fiction, puisqu'il n'y a aucun droit qui s'applique à la disparition d'un État. On a du droit qui s'applique à la création d'un État ou à la disparition d'un État par acte juridique, par annexation ou fusion, mais pas par phénomène géographique ou climatique. Mais il y a aussi, bien sûr, un aspect humain, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer avec ces populations? Il va y avoir une crise. La question, c'est est-ce que ça va donner lieu à un développement d'un droit abstrait et général, une convention internationale sur la relocation des populations déplacées des États insulaires, ou est-ce que ça va être une solution au cas par des traités régionaux, peut-être même bilatéraux, des cessions de territoires? Les Fidji ont parlé de donner quelques territoires à Tuvalu, je crois. D'autres États pourraient acheter des territoires. L'Australie pourrait accepter d'accueillir des populations, etc. D'un côté, évidemment, comme juriste, j'ai tendance à penser qu'un droit abstrait et général est plus juste et plus prédictible, mais j'y crois pas trop. J'ai l'impression que ça va vraiment se faire au cas par cas. Et quand on parle de populations relativement restreintes, il n'y a pas vraiment de raison enfin, il devrait y avoir une solution à trouver. Ça ne devrait pas être trop difficile. Ce qui me paraît beaucoup plus préoccupant, c'est la deuxième crise qui va avoir lieu dans différentes régions. C'est des États massifs qui sont massivement affectés par les impacts des changements climatiques. Je pense que le cas d'école, c'est le Bangladesh. Un État très largement situé juste au-dessus du niveau de la mer, qui est affecté par des cyclones de plus en plus importants, par la fonte des neiges sur les montagnes au-dessus, et qui a une population très importante, très très dense, et très peu de possibilités pour des déplacements internationaux. L'Inde n'est pas particulièrement ouverte à l'idée d'accueillir des migrants du Bangladesh, et l'Inde elle-même, dans la région du West Bengal, est aussi affectée par les mêmes phénomènes. Donc là, il y a vraiment un risque d'une situation d'une crise humanitaire majeure. Et je ne vois pas trop ce qui peut être fait au niveau juridique de manière réaliste, mais il va falloir une solution. Ce qui me paraît le plus probable, malheureusement, c'est une sorte de situation en Afghanistan où on a une crise qui donne lieu à une autre crise, qui donne lieu à une autre crise, et des situations humanitaires qui se prolongent sur des décennies. Je ne vois pas trop, malheureusement, d'autres scénarios. J'espère qu'il y en a d'autres, j'espère qu'on va en trouver d'autres, mais je ne vois pas trop comment ça pourrait évoluer autrement. La deuxième partie de la question, c'était quelle évolution devrait avoir lieu. Et à mon sens, ce qui devrait avoir lieu, c'est une compensation, une réparation des dommages causés par les changements climatiques qui seraient payés par les États responsables en proportion de leur responsabilité aux États affectés. Avec des garanties minimales pour éviter la corruption, pour être sûr que la compensation va dans l'intérêt des populations, mais sans imposer de standards autres que les standards existants sur la protection des droits humains.
Ça me paraît la meilleure situation. Dans ce cas, il y aurait, si c'est mis en œuvre, il y aurait un investissement, un transfert de ressources financières majeures vers le Bangladesh qui permettrait au gouvernement du Bangladesh de développer l'économie et de devenir une sorte de Hong Kong à grande ampleur avec une très grande densité de population, mais sans grand problème humanitaire. Merci beaucoup, Benoît. On pourrait même poser la question, y aura-t-il un endroit où on peut se réfugier? Mais bon, je vais laisser ça en suspens. Mathilde, pour peut-être le mot de la fin. Oui, tout ce que je voulais aborder ont pas mal été abordés par mes collègues, comme disait Dr Zegraf, qui travaille sur l'Afrique. En Amérique centrale, c'est la même chose, hein. Les changements climatiques, c'est pas une question de futur probable ou d'avenir, c'est déjà là. Les habitants de l'Amérique centrale en témoignent déjà, les agriculteurs le disent depuis des années que à hauteur de 70% des agriculteurs disent que oui, il y a clairement eu un changement dans la température, il y a eu un changement dans la pluviométrie, on le sent, ça se ressent sur nos cultures, etc. Donc c'est déjà un phénomène qui est vrai, qui est actuel pour eux et qui est aussi un peu urgent. Et pour enchérir peut-être sur ce que disait Dr Maillet sur comment est-ce qu'on va gérer ces migrations-là, notamment ce qui a trait aux pays insulaires qui vont donc peut-être se finir au cas par cas, soit en accord, donc en accords bilatéraux. Mais là, il y a aussi la question de, oui, mais on impose quand même un pays de migration à ces populations-là si c'est un accord bilatéral. Il n'y a pas de choix, c'est vous irez ici et pas autrement. Et donc sans possibilité de retour, bien sûr, si les pays sont submergés par la montée des eaux. Donc, mais c'est pas mal ça, parce que je pense qu'on a fait le tour des questions de Bruno. Merci beaucoup. On en est à la fin. Donc, je veux remercier nos conférenciers et conférencières, Benoît, Caroline et Mathilde, et l'équipe de la chaire qu'on ne voit pas derrière nous, mais Andréane Bissonnette, Françoise Conéa, là, que je vois sur mon écran, qui ont aidé à l'organisation et au bon fonctionnement évidemment virtuel de cette conférence. Je sais qu'on aurait pu en parler encore pendant longtemps. J'ai certainement beaucoup d'autres questions et commentaires, mais ce n'est que partie remise. Donc, merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci à ceux et celles qui ont été avec nous aujourd'hui et à la prochaine fois. Merci. Bonne journée.